RMC, After Afrique. Gilbert Bribois. Bonjour à tous, bienvenue dans l'After Afrique, votre podcast de l'After dédié au football africain. C'est le 15e numéro de ce podcast inévitable, désormais incontournable dans le paysage du football du continent, il faut le savoir. Nous sommes à 3 mois désormais de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui démarrera le 21 décembre prochain au Maroc. D'ici là, 2 fois par mois, l'After débat de l'actu du foot africain avec des invités, des spécialistes et avec Hamza Ramani qui est là comme lors de chaque podcast. Salut Hamza. Bonjour Gilbert, bonjour à toutes et à tous. Deux parties Hamza aujourd'hui de notre épisode. État des lieux de la préparation des événements au Maroc. Nicolas Pelletier, reporter RMC Sport, a été sur place ces derniers jours. Il a vu les stades, il a vu les gens qui comptent. Et il va nous raconter ça dans quelques instants. Et puis nous analyserons ensuite les résultats de ces derniers jours sur le continent des qualifs à la Coupe du Monde. Il s'est passé plein de choses. Des joies, des déceptions, des attentes, des stades cassés. Bref, Elton Mokolo sera là pour analyser la défaite de la RDC. Et Samuel Vasselin sera là pour tout savoir du Gabon, qui est aux portes de la Coupe du Monde. Allez savoir, les Gabonais, ça pourrait être la petite surprise, même la grosse surprise, pourquoi pas, de la Coupe du Monde. L'After Afrique, c'est parti. Avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC. Nicolas Pelletier est là, il revient du Maroc. Nico, bonjour. Salut les amis, salut à tous. Elton Mokolo est déjà là. Et tout à l'heure, il parlera de la RDC à la Coupe du Monde. La CAN, la RDC, là, t'es tranquille, ça va pour Salut à tous. Et oui, en effet, la CAN, ça va encore retrouver le Sénégal. Je ne sais pas si c'est bon signe, mais en tout cas, il y aura peut-être un esprit de revanche par rapport à ce qui s'est passé hier. Ça commence. Bon, parlons un peu de la CAN qui arrive. C'est donc le premier match le 21 décembre. On sait qu'il y a 4 stades à Rabat, qu'il y a les grandes villes marocaines concernées, Fès, Casablanca, Marrakech, Agadir, Tanger. Et on nous promet au Maroc des infrastructures jamais vues. Pour une CAN, il y a eu un investissement incroyable. Et là, tu reviens du Maroc où tu as pu justement faire un petit peu le tour de tout ça. Donc, il faut qu'on nous raconte. Ouais, on a vu le nouveau stade de Rabat déjà qui va accueillir le match d'ouverture et la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. Un stade ultra moderne. C'est vrai que c'est même impressionnant de le voir parce que c'est un stade ultra moderne dans un quartier résidentiel qui a été positionné, qui a été refait. On en discutait avec Hamza tout à l'heure, qui a été refait en un temps record sur les dernières années. Donc, on voit l'investissement du Maroc dans ses infrastructures. On avait vu il y a quelques mois, on avait même visité le centre d'entraînement de la sélection marocaine qui est ultra moderne et qui est même aussi mieux que Clairefontaine. Clairefontaine à côté, c'est un terrain vague. Non, mais c'est la vérité, c'est impressionnant. Et donc c'est impressionnant à voir ces infrastructures. Donc il y aura 4 stades à Rabat dans un périmètre assez proche dans le centre. Donc là, tu étais dans le stade qui a été inauguré où le Maroc a joué le match de la qualif face au Niger. Face au Niger où ils ont remporté ce match 5-0. Et qui accueillera match d'ouverture et finale. Et finale de la CAN et qui accueillera beaucoup de matchs pendant cette compétition. Mais c'est l'un des stades mis en avant par le Maroc parce que c'est l'un des plus beaux stades. Il ressemble très fortement de l'extérieur au stade de Lusail au Qatar qui avait accueilli la finale de la Coupe du Monde en 2022. Mais à l'intérieur, il ressemble très fortement, j'ai comparé parce que j'ai pu faire ces stades, à Al Bayt, le stade qui était tout au nord de Doha au Qatar et qui sont des stades magnifiques. Ah, le stade, la tente de Bédouin. Exactement, dedans à l'intérieur, il ressemble très fortement à ce stade-là. Et donc, on a pu visiter ce stade en dehors du match, on a pu voir, il y a 4 vestiaires par exemple dans ce stade pour accueillir l'ensemble des joueurs dans ça sert à quoi 4 vestiaires? Mais ça permet d'avoir des espaces plus grands, Gilbert, de bien se préparer, d'avoir des terrains intérieurs aussi pour bien se préparer. T'as l'impression que les Marocains, ils veulent tout faire plus grand que les autres en fait là. Oui, mais c'est un peu... Le Qatar, c'est déjà un peu le même délire. Oui, sauf qu'il n'y a pas de climatisation au moins dans ces stades. Il y a des ventilateurs pour la CAN en fin d'année. Mais donc voilà, un stade ultra moderne. Et il faut dire aussi que Rabat, quand on voit Rabat, qui est la capitale, tout est prêt déjà. Hôtellerie, c'est aussi important à 3 mois d'une compétition d'accueillir des Rabat, c'est pas une très grande ville. Hein, non, c'est pas une très grande ville, mais on voit que tout est prêt niveau hôtellerie, niveau préparation et surtout niveau. Donc il y aura 4 stades à Rabat dans un tout petit périmètre et qui va accueillir des fois des matchs. Ils vont servir à quoi ces stades après la CAN? À la Coupe du Monde. Certains vont servir à la Coupe du Monde. Et puis aux clubs locaux. Et aux clubs locaux, c'est le plus important. Il y a 2 clubs à Rabat. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a le grand stade qui fait quasiment 70. Alors juste à côté, tu as le stade olympique qui aussi accueillera des matchs de la CAN et qui a accueilli la Coupe du Monde féminine il y a quelques semaines. Et puis d'autres stades en plein cœur de la ville qui font 20-25 000 places. Et ça, en fait, je trouve que c'est davantage proportionné
au Football local. quotidien Mmh. du football africain. On n'a pas besoin d'avoir que des stades de C'est 70 vrai, il y en quand a tu très peu. Il y a accueilles une Coupe celui-là, d'Afrique des Nations. celui Le qu'on problème de a. l'Afrique, c'est ce qu'on appelle les éléphants blancs, c'est les Exactement. grands stades. Il y en a un au Congo, par exemple. Au Congo, Brazza, tu as un stade gigantesque et il n'y a jamais rien dedans. Celui-là Il fait était- 70 000 Il a places. été fait qu'on a pour les vu, Jeux africains. 70 000 places, les autres font autour de 20 000 places à Rabat. Il y a aussi un élément important, c'est que le Maroc, j'ai pu discuter avec des gens de la FIFA, qui a un bureau de la FIFA installé à Rabat, ce qui est très rare parce qu'il y en a très peu dans le monde. Ça prouve Gianni aussi. Infantino, Gianni, il a vécu au Qatar, ça c'est le Maroc maintenant. Il prépare Et- la Coupe du Monde. Et donc, on veut Bah, voyons. aussi organiser beaucoup de compétitions de la FIFA. Vous savez, souvent, on attribue les compétitions de la FIFA U17, U19 sur plusieurs saisons. Et donc là, par exemple, le Maroc va accueillir pendant 5 ou 6 ans, je crois, les Coupes du Monde féminines U17, U19. Donc voilà, on a envie aussi d'organiser des événements de la Ouais. FIFA en Afrique. Et donc, ça sera potentiellement le Maroc. Plus qui tous les accueillera. matchs délocalisés des sélections africaines dans les éliminatoires, que ce soit Cannes, Coupe du Monde, Hamza, on en a déjà parlé plusieurs fois dans le podcast. Donc ça risque de continuer même après la Cannes alors. Oui, et encore une fois, le fait d'avoir des infrastructures de taille modeste au-delà du stade de 70 000, justement, ça va te permettre d'avoir, au lieu d'avoir 5 ou 6 stades homologués, tu en auras 15 dans les prochaines années. Tanger, grand stade. Marrakech, il y a un beau stade aussi. Il y a le grand stade de Casa. Le grand stade de Casa, là, c'était déjà le plus grand stade du Maroc avant. Là, il est complètement refait. Agadir, je sais pas. Là, je ne connais pas la situation. Non, d'Agadir. Casa, il sera pas. Là, on parle du stade de la finale de la Coupe du Monde 2030. Il sera pas là. Il n'est pas prêt Alors, pour la Coupe d'Afrique. Pour l'instant, Casa, il a été refait. Le stade où a joué, par exemple, Le stade du l'Algérie face centre-ville. à la Guinée. Le Mm. stade du centre-ville, il est différent du stade qui pourrait accueillir la finale Ouais, de la Coupe du Monde point 2030. important pourrait parce que le Maroc se bat avec l'Espagne, enfin se Ouais. bat dans le bon sens du terme, mais se bat avec l'Espagne. L'Espagne qui veut accueillir la finale de la Coupe du Monde en 2030 au Santiago Bernabéu. Le Maroc qui veut accueillir la finale de la Coupe du Monde 2030 au nouveau stade de Casa. Et on parlait de Agadir. Agadir, c'est un stade à 46 000 places, donc il y a quand même beaucoup de stades autour des 50 000 places qui vont accueillir la Coupe du Monde 2030. Ouais. C'est l'objectif. Il y a la Cannes, c'est un bon moyen de se préparer, mais l'objectif, tout le monde te le répète là-bas au Maroc, c'est la Coupe du Monde 2030. Je suis monté dans un taxi le premier jour où j'ai débarqué à Tu considères que la Cannes, c'est déjà gagné? Ah bah alors ça, ils sont très fébriles là-dessus. J'ai posé la question que tu m'as Non, mais je vais posée. raconter une anecdote. Nous, quand on a eu la chance de visiter le fameux centre d'entraînement. Donc, franchement, c'est dingue. Tu as des terrains magnifiques, synthétiques, couverts, pas couverts. Enfin, tu as l'impression qu'il y a 10 équipes qui peuvent jouer là. Complètement dingue. Tu as un bâtiment spécial pour les jeunes, un bâtiment spécial pour les féminines, tu as un centre médical incroyable, tu as des salles de sport, de T'as 2 préparation cliniques, je physique, enfin, voilà. Tu as un bâtiment spécial pour l'équipe première. Nous, on avait eu la chance d'aller, on était avec Walid Regragui, il nous a accueillis dans son bureau. Enfin, bon, bref, c'est le truc. Franchement, Clairefontaine à côté, c'est la misère. Ouais. Ah, mais voilà, il y a une piscine olympique, tu ne sais même pas pourquoi, c'est un centre de foot. Il dit, bah, on ne sait jamais s'il y a des gars qui veulent. Bah ouais, mais c'est bon. Bref, donc ils ont fait les choses vraiment la classe. Il y a même une anecdote, il y a des cigognes qui sont venues s'installer au sommet des lampadaires qui parcourent tout le complexe. Plutôt que virer les cigognes, ils ont mis tout un programme en place pour accueillir les cigognes. Enfin voilà, bon bref. Et donc partout dans les bâtiments, tu as des photos du Maroc qui gagne la Cannes, le fameux Cannes 76. Tu as les photos avec le roi du Maroc et l'équipe qui gagne. Et le mot d'ordre partout, c'est maintenant, il faut gagner. Maintenant, il faut gagner. Maintenant, donc, en fait, il retourne le cerveau. Et donc, Walid Regragui, franchement, il y a une pression de malade. Une pression de malade, tu le sentais autour parce que là, du les stade. infrastructures sont là, les investissements sont là. Donc, maintenant, tout le monde attend. Et petite différence avec ce que tu racontes, Gilbert, Tout le dans monde le attend des stade, victoires, quoi. dans le stade, le nouveau stade de Rabat qu'on a visité, ils n'ont pas mis des photos de la Cannes 76, ils ont mis des photos de la Coupe du Monde 2022. Ah, évidemment. Alors, on surfe quand même aussi encore sur les bonnes performances de la Coupe du Monde 2022, mais tu le sens autour du stade. Donc j'ai fait du micro-trot avec des supporters. Quand tu poses la question, est-ce qu'il y a une autre option que de gagner la Cannes au mois de janvier 2026? Non, il n'y a pas d'autre option, c'est gagner la Cannes. Et tu sens la pression sur les épaules du sélectionneur. Bon, après, ils sont favoris numéro 1, Hamza, on va pas se mentir. Il n'y a même pas débat. Oui, ils sont sur Chez une eux. série de victoires consécutives assez folles, demi-finalistes de la Coupe du Monde. En Ouais. plus, ils ont joué beaucoup de matchs à domicile, donc ça aide quand même pour la préparation d'une CAN à domicile. Pas forcément les CAN comme on l'a vu il y a 2 ans en Côte d'Ivoire, mais là, en l'occurrence, tu es à domicile. Et puis la qualité de l'effectif, encore une fois, qui est perpétuellement renforcée. Là, il y a El Ainaoui qui est arrivé sur cette trêve. Peut-être qu'il y en aura d'autres d'ici la prochaine CAN. Mais, alors, on a souvent parlé dans l'after de la stratégie géopolitique du Qatar, la diplomatie par le sport, etc., le soft power et tout. Ce qu'a fait le Maroc à l'échelle de l'Afrique, c'est la même chose. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, franchement, c'est bluffant.
parce qu'ils ont des infrastructures dingues. Le sportif suit, que ce soit les A, là il y a le Tchad, ils ont gagné, ils développent le foot féminin. Enfin voilà, on va dire qu'il y a une politique construite, réfléchie, et c'est pas fait en dépit du bon sens, c'est bien fait quoi. Et aussi en très peu de temps. Donc c'est ça qui est important aussi. Mais il y a un élément, donc nous on parle foot, mais il y a un élément, c'est l'investissement dans le sport partout au Maroc. Que ça soit, on m'a raconté, des journalistes avec qui j'ai échangé me racontaient que ça soit de la construction de piscines qu'on dit olympiques, des pistes d'athlétisme, partout au Maroc, c'est une construction et c'est un investissement dans le sport parce qu'il y a une vision sportive et notamment une vision 2030 avec la Coupe du Monde, mais qui doit accompagner le Maroc sur ces années-là. C'est très similaire, c'est vrai, au Qatar. Alors, le Qatar avait une stratégie de communication totalement différente par rapport au Maroc. Le Maroc communique beaucoup moins sur sa stratégie sportive, même si là, à l'approche des événements... Oui, et puis le Qatar avait une stratégie plus mondiale, voilà. Alors que le Maroc a une stratégie africaine. Enfin, c'est comme ça que je la vois. Aussi de bien s'implanter, de bien communiquer aussi avec l'Espagne, le Portugal, qui sont des voisins très importants pour le Maroc. Mais voilà... Là, je sors du sport, excuse-moi, mais... cette stratégie du sport va de pair avec une stratégie, ce qu'on appelle sud-sud, diplomatique avec les pays africains par ailleurs. Donc, voilà. Mais tu vois, on sait qu'il y a des situations compliquées là-bas. Tu vois l'importance du sport sur la politique intérieure. Marocain, c'est assez impressionnant de voir les investissements qui a été fait. Et en très peu de temps, on m'a raconté. Si je venais il y a 2 ans, déjà le stade n'y était pas il y a 2 ans. Donc tu vois, en très peu de temps, l'investissement conséquent qui a été fait dans le sport. Bon, donc ils sont prêts quoi. Ils sont prêts. Bon, bah écoute, merci d'être venu nous raconter ça. Pour tout compléter, certains stades qui seront utilisés pour la CAN au mois de décembre prochain seront réutilisés pour la FIFA en 2030. Tous les stades ne sont pas aux normes FIFA encore pour être utilisés à la Coupe du Monde, mais la FIFA nous dit que c'est juste quelques critères à remplir. Mais voilà, il faut vraiment remplir tous les critères FIFA qui sont hyper importants dans le cahier des charges d'une Coupe du Monde. Oh, tu sais, faut aussi remplir de sacrés critères pour avoir une homologation en Afrique et les homologations CAF. Et manifestement, il n'y a pas beaucoup de pays qui parviennent à avoir ces homologations. Exactement. Parce que ça, c'est quelque chose qui revient à chaque CAN. Est-ce que les Marocains vont tout faire pour que les stades soient pleins en décembre? Et justement, d'où l'intérêt des stades de 20-25 000 aussi qu'on a, par exemple, dans le cœur de Rabat. Déjà, parce que pour les matchs du Botswana, par exemple, je suis pas sûr que ça excite plus que ça les Marocains, vous voyez. Déjà, moment important dans les prochains jours. Dans les prochains jours, il y aura la billetterie qui sera lancée, la billetterie de la CAN 2025. Elle n'a pas encore été lancée, elle devait être lancée en mois de juillet. Elle sera lancée dans les prochains jours. Le site internet de la billetterie est déjà prêt, il a été mis en ligne et ça sera ouvert dans les prochains jours. Mais je pense que pour rejoindre Hamza, on m'a dit et on a réfléchi comme ça, notamment du côté de l'organisation, de faire des plus petits stades pour remplir ces stades-là. On a vu, alors c'était le Maroc qui jouait face au Niger, mais il y avait encore quelques places de dispo dans ce stade, alors que la billetterie était prise d'assaut. Donc voilà, il faudra voir comment les stades se remplissent, et notamment aussi un point important, l'évacuation des stades. Ce qu'on a vu, c'était la première autour du stade, qu'il y avait des difficultés pour quitter le stade. On verra aussi comment ça sera géré. C'est souvent un sujet lors des CAN, l'accès. C'est un sujet en Afrique, il y a de nombreux, quitter, de nombreux cas encore récents de morts autour des sorties de stade. Donc on verra ça aussi au mois de décembre, comment c'est organisé autour des stades. Bon, moi je milite pour des billets à 2 €, 3 € pour que tout le monde puisse avoir accès. C'est un truc que je ne comprendrai jamais. Comment tu peux mettre des billets chers pour une CAN quand tu n'as pas le pays hôte qui joue? Bref, je ne comprends pas. Mais personne n'est capable de l'expliquer d'ailleurs. Il faudra un jour inviter un membre de la CAF, justement, alors, évoquer ces sujets, ces raison sujets stades. Ça me permet de rappeler que pendant la CAN, l'after sera tous les soirs au Maroc avec une émission spéciale au minimum 1h, 1h30 tous les soirs de débrief des matchs avec plein de surprises, vous verrez. On sera sur place. Et donc, comme en Côte d'Ivoire il y a 2 ans, la CAN sera incontournable sur RMC avec tous les matchs déjà et l'after le soir qui analysera les rencontres. Nico, tu as fait le tour? Tu as tout dit? J'ai fait le tour, j'ai tout dit. Très bien. Bah, écoute, merci. Et puis, ciao les amis. On retient donc que le Maroc est définitivement prêt. On va donc pouvoir passer au sujet qui fâche. Elton Mokolo, la RDC, dans quelques secondes. Avec Total Énergie, vibrons ensemble sur RMC.
On va également parler du Gabon dans quelques secondes, mais d'abord évidemment le grand match de ces derniers jours, c'était République démocratique du Congo-Sénégal à Kinshasa, stade des Martyrs plein, quelques heures avant le match, ambiance chaotique avant la rencontre. Évidemment la RDC en cas de victoire pouvait rêver à la première place et la qualification directe à la Coupe du Monde. Ça a bien démarré avec Bakambu et ça a mal fini avec une victoire du Sénégal 3-2. Je ne reviendrai pas sur les chambrages de tes amis du Winamax FC qu'on a tous vus. Elton, largement diffusé. Largement diffusé. Bon, avant que tu donnes ton avis, il faut quand même préciser, Hamza, que finir deuxième, ça laisse quand même encore une chance de se qualifier dans ces groupes. Tu joues à barrage, mais alors, rappelons à tout le monde la mécanique de ces barrages, parce que c'est une sorte d'aventure compliquée. Oui, alors on rappelle déjà, sur le continent africain, on a 9 groupes. D'accord. Le premier de chacun de ces 9 groupes se qualifie directement pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ensuite, pour la Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde, pardon. Ensuite, on prend ces 9 groupes, on prend les 4 meilleurs deuxièmes. Donc là, c'est seulement au niveau des points et à la différence de but générale. Les 4 meilleurs deuxièmes de ces 9 groupes se qualifient d'abord pour un barrage africo-africain. Il y aura demi-finale, finale, ce sera au mois de novembre. Le vainqueur, à la fin, il n'en restera qu'un, demi-finale, finale. Le vainqueur, et seul le vainqueur, sera qualifié pour le barrage intercontinental. Et là, barrage intercontinental au mois de mars, ça se déroulera au Mexique. On aura 6 équipes au total, pas d'équipe européenne. 6 équipes dont notamment, on sait, la Bolivie est qualifiée représentant de la CONMEBOL et la Nouvelle-Calédonie représentant de la zone Océanie. Ces 6 équipes seront divisées en 2 tableaux différents, demi-finale, finale, demi-finale, finale. Et les 2 vainqueurs des 2 finales seront qualifiés pour la Coupe du Monde, sachant que, puisque vous avez compris, 3 équipes, c'est compliqué, ça veut dire qu'il y en aura forcément un qui sera qualifié en finale. Les 2 équipes qui seront le mieux classées au classement FIFA sur les 6 participants seront directement qualifiées en finale. Ce qui veut dire, par exemple, si la République démocratique du Congo se retrouve, ou le Cameroun se retrouve à cette position de représentant africain pour ce barrage intercontinental, s'ils sont mieux classés que 4 des autres participants. Ce qui est probable. Ce qui est possible. Ouais. Ce qui est possible, c'est déjà mieux que la Nouvelle-Calédonie et peut-être même que la Bolivie. On devrait retrouver ces pays directement qualifiés pour la finale. Donc il n'y aura qu'un seul match. Donc si je compte bien, imaginons que la RDC soit barragiste, ça pourrait être 3 ou 4 matchs secs. Exactement. Pour aller à la Coupe du Monde. 2 matchs. Et je pense, à titre personnel, mais là on verra l'identité des pays qualifiés, je pense que le barrage africo-africain sera plus compliqué à gérer que le barrage intercontinental. Parce qu'on va le voir là, tu as par exemple des équipes comme le Cameroun qui peuvent se retrouver là. Exactement. Je sais pas, le Mali et d'autres. Le Mali, ça peut être un peu compliqué, effectivement, mais à titre d'exemple, si on prend par exemple pour les pays asiatiques, on aura 2 représentants asiatiques. Ce sera parmi Qatar, Émirats et Oman, ou Arabie Saoudite, Irak et Indonésie. Le premier de ces 2 poules sera directement qualifié et du coup on va prendre en fait le deuxième des pays que j'ai cités. Donc potentiellement on pourrait avoir les Émirats ou l'Irak qualifiés justement pour ces barrages intercontinentaux. Bon, on n'y est pas encore. Oui. C'est une nouvelle formule avec une nouvelle formule de Coupe du Monde avec un nouveau format de qualif, donc il faut qu'on s'habitue. Mais c'est quand on est neutre, c'est assez excitant comme formule. On se dit ça va avoir des matchs sympas, tu vois. Voilà. Oui, quand on est neutre, mais quand on est impliqué émotionnellement, et c'est des matchs à rallonge. Bon, non, revenons sur ce foutu match là. T'es à la maison, ambiance de feu. Le début de match, il est dingue. Quand tu vois, quand je vois les RDC marquant du match, je me dis c'est bon, c'est réglé. En fait, là, ils vont dérouler. Les Sénégalais. Tu mets 2-0 après une demi-heure. Tu voyais Sadio Mané, il faisait signe à tous ses potes calmos, les gars. Il se dit qu'il y avait une excitation générale côté sénégalais. Et ils ont réussi à inverser le match quand même. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut savoir que le Sénégal a pris 3 buts lors de ses qualifications, à chaque fois contre la République démocratique du Congo. Donc, le point positif, on pourrait expliquer que la République démocratique du Congo a trouvé des failles au cœur de la défense sénégalaise, mais ça ne suffit pas parce que je pense que le match il a été mal géré à partir du 2-0, où là, la République démocratique du Congo s'est vue avec 4 points d'avance face au Sénégal. Mais après, il ne faut pas oublier, il ne faut pas sous-estimer le fait que le Sénégal a été champion d'Afrique en 2022. Le Sénégal a des joueurs de grande qualité. Et surtout, pour moi, il y a une donnée qui a été fondamentale pour expliquer la suite de la rencontre, c'est la donnée physique. C'est la donnée physique où, avant le rassemblement, sur les 11 joueurs qui ont été alignés hier contre le Sénégal, 6 joueurs avant le rassemblement avaient 0 minute de temps de jeu en club. Que ce soit Chancel Bemba, bien sûr. Dimitri Berthaud qui est sans club actuellement, qui était gardien, ouais. Batou Binsika qui est à Saint-Etienne, qui est hors du groupe, Meshak Elia, j'ai oublié un nom, il y avait aussi...
Ça va vite me revenir. Là, j'ai la De toute compo façon, sous les t'as yeux. Bakambu, il joue, Yohan Wissa, Johan Wissa, qui est exactement, transfert voilà. fort du dernier jour du mercato. Exactement, Johan effectivement, Wissa 0 qui a minutes. forcé son Ouais, transfert, donc il jouait pas avec Brentford. Et même à Il a l'intérieur. marqué quand même, tu me diras oui ça, mais bon. Mais en fait, le symbole, c'est Johan Wissa qui, à l'heure de jeu, est crampé. Parce que Hmm. quand on ajoute notamment le manque de minutes de jeu avec le club, quand on ajoute aussi la dimension mentale que revêt ce match avec notamment énormément de pression, on a vu une équipe qui a reculé de manière inexorable avec cette finalité. Je pourrais ajouter Masuaku qui est arrivé à Sunderland, qui avait seulement un match de Carabao Cup. Au final, dans l'équipe, seuls Sadiki et Edo Kayembe ont joué tous les matchs avec leur club. Mais Edo Kayembe joue en Championship avec Watford et Sadiki joue en Première Ligue avec Sunderland. Il vient d'arriver. Bakambu est remplaçant avec le Real Betis. Rien à voir avec le Sénégal qui peut se permettre, qui a le luxe de rester, de mettre sur le banc et Habib Diarra et Pape Matar Sarr qui finalement va rentrer et mettre ce but très important. Bon, donc en fait, toi, quel est ton état d'esprit? Tu te dis là, il y a 2 points d'écart. Alors évidemment, maintenant, il faut regarder les matchs qui restent, Hamza, et se projeter un peu sur le calendrier. Le Sénégal semble avoir pris on va dire un ascendant, quoi. Le Sénégal jouera à l'extérieur au Sud-Soudan, qui a un stade homologué, donc là, il n'y aura pas de problème. Ce sera à Juba, avant Ça peut être un piège, ça. avant d'accueillir la Mauritanie, alors que la RDC ira au Togo avant de recevoir le Soudan. Le Soudan qui a perdu gros là, sur ce mois de septembre. Donc, Soudan, ils sont éliminés. Ouais. Tout le monde est éliminé derrière, là, dans les adversaires c'est- potentiels. Alors, Mauritanie, mathématiquement, Togo. ils peuvent encore taper le Ouais. barrage, le Soudan, mais il faut que Ouais. la RDC ne gagne pas le premier match, par exemple. Togo éliminé, Mauritanie éliminé, Sud-Soudan éliminé. C'est ça. Maintenant, aujourd'hui, tout est fait pour que le Sénégal aille à la Coupe du Monde, à mesure où il va affronter le Sud-Soudan. La République démocratique du Congo a gagné sur le score de 4-1. Donc, on peut penser que le Sénégal va faire le travail là-bas. Et à domicile, face à la Mauritanie sur un dernier match, même un match nul pourrait les arranger. Donc, ça va être très compliqué pour la République démocratique du Congo, d'autant plus que moi, j'attends une remobilisation sur le plan mental face au Togo. Le Togo qui a, par exemple, accroché le Sénégal et le Soudan qui t'a battu au match aller. Donc, ça va être un test pour la République démocratique du Congo parce que pour moi, Gilbert, c'est une défaite qui est beaucoup plus dramatique que celle de 2017. Enfin, en 2017, c'était un match nul contre la Tunisie, mais qui t'avait privé des chances d'aller au Mondial russe. Là, il était question de quoi? Il était question d'un 2-0 face au Moi, Sénégal. je me souviens aussi du barrage face au Maroc. C'est Ouais, c'est différent. dans des circonstances très particulières. C'était Dans pour le des Qatar. Hein. dans Ouais. des circonstances très particulières, dans la mesure où Hector Cooper venait d'arriver, le Maroc était largement favori. Alors oui, il y avait eu un Alors. match nul au Stade des Martyrs, mais au match retour, il y avait J'y pas eu étais. photo. Donc, j'ai vu le Stade des Martyrs. Ouais. Donc, ce qui s'est passé hier, avant d'en dire un mot, moi, franchement, ce stade, c'est pas possible. Ah non, ce stade, c'est un enjeu En national. fait, déjà, il part à moitié en ruine. On va pas se mentir. Bien sûr. En fait, t'as pas de. Après, il est homologué CAF, encore une fois. T'as pas de délimitation entre les tribunes, donc en fait tu peux quasi faire le tour comme ça. Donc c'est ce qu'on a vu hier. Il y a eu un peu des mouvements de foule, des jets de projectiles, à la fin envahissement. Bon, tu me diras, on l'a vu aussi au Cap-Vert et tout. Ça c'est pas voilà. Mais en fait, là, tu ne peux pas garantir la sécurité dans ce stade. C'est ça. En fait, c'est mécaniquement impossible. Moi, quand j'y étais, et c'était pas tout à fait plein. Hein. Le fameux match RDC, le stade n'était pas complètement plein. Oui, parce que la CAF avait mis une jauge limite. face au Maroc. Exactement. Mais il y avait des militaires partout, très armés, donc bon, c'est quand même assez dissuasif, je dois dire. Mais tu sens qu'en fait, tu es à la limite en permanence des problèmes, quoi. Aujourd'hui, le Stade des Martyrs, c'est un enjeu socioculturel très important en République démocratique du Congo parce qu'il n'y a pas seulement des matchs de football, il y a aussi des concerts de chanteurs qui sont renommés et il y a parfois des mouvements de foule qui sont tellement importants que le stade est suspendu. Pas seulement à cause des matchs de foot, mais aussi à cause de concerts. Il y a aussi notamment des rencontres religieuses à l'intérieur même de ce stade qui font Une meeting politique aussi. Exactement, qu'il faut qu'il y a beaucoup de mouvements de foule et que très régulièrement, ce stade est pointé du doigt. Et c'est pas pour rien qu'on la surnomme la marmite, justement par rapport à sa configuration du stade. C'est pas le chaudron, c'est la marmite. Ouais. Mais il fait peur, hein. Sincèrement, c'est un stade. Je pense que quand tu es visiteur et que tu te déplaces là-bas, notamment pour la première fois, ou que tu t'appelles Wan-Bissaka et que tu découvres la République démocratique du Congo, c'est ça, moi, le maillot. Pendant pour le la match, première là, fois, je me pense suis que dit, tu dois ça avoir va la les pression. porter, quoi. Tu vois, 2-0, tu dis, c'est bouclé. Voilà, Chancel Mbemba, Bakambu, c'est Ah des joueurs oui. qui ont l'habitude du Stade des Martyrs, des matchs en jeu. Ils étaient là face au Maroc, peut-être même certains face à la Tunisie en 2017. Chancel Mbemba y était, par exemple. Mais là, effectivement, quand tu as des joueurs qui découvrent justement ces matchs en jeu, et moi, c'est l'aspect mental que je tiens à souligner sur ce match, c'est que le Sénégal, à 2-0, ils n'ont jamais paniqué. C'est vraiment un match de patron, de cadre du foot J'allais en africain. parler. Tu as l'impression qu'il y a un esprit congolais. Je ne sais pas si c'est un esprit un peu rêveur, un esprit. Les Sénégalais, les mecs, c'est les morts de faim. Et là, tu as l'impression que les Congolais, à un moment, ils sortent du. Mais c'était pareil contre le Maroc.
il baisse les bras, enfin je sais pas, il y a un problème effectivement mental peut-être inhérent au foot congolais, je sais pas. Ah Mais, bah oui, pour moi, c'est une donnée qui est très importante parce que le symbole, c'est le but de Yohan Wissa où il y avait le sentiment que le match était limite terminé. Alors que pour moi, le 2-0 a été pour moi le point de bascule de la rencontre. Ça a été très mal géré mentalement. Et c'est vrai que c'est l'une des problématiques du côté de la République démocratique du Congo, son incapacité justement à performer sur la durée, à enchaîner les matchs. C'est-à-dire que c'est capable de faire un match nul au Sénégal et en même temps d'aller perdre contre le c'est Soudan. ça. Donc ça, c'est une problématique qui est inhérente au football congolais, à savoir performer. Il y a des coups d'éclat qui ne sont pas suivis de performance. Et ça, tant que la République démocratique du Congo n'aura pas réglé ça, ça sera problématique. Parce qu'on avait évoqué le barrage 2022, ça fait match nul contre le Maroc, ça mène 1-0. Et ensuite, il a suffi du but du 1 partout pour justement déstabiliser le groupe. Et le match au retour, le Maroc a été au-dessus. Ah, c'est surtout le match face à la Tunisie où tu mènes 2-0, C'est tu ça. prends 2 buts en fin de match en 2 minutes qui font basculer le match. Hmm. Après, je trouve que Ça, c'était pas en qualif Coupe du Monde. Hein. si c'était en qualif Coupe du Monde, mais Mais de c'était la Coupe du Monde quatrième. d'avant. Oui, 2018, mais c'était pas un barrage. C'était là Mm. aussi comme sur ce format phase de poule, il y avait 4 équipes à l'époque dans la poule. Maintenant, encore une fois, tout n'est pas acheté pour la RDC. C'est une équipe qui progresse. Sébastien Desabre, il est arrivé il y a 2 ans. Quand on voit où il a récupéré la RDC, où en est la RDC aujourd'hui, on rappelle demi-finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations et aujourd'hui une place en jeu encore pour la Coupe du Monde. Ça reste une équipe qui progresse à une vitesse folle, qui a, à mes yeux en tout cas, qui est l'une des équipes qui a justement le plus progressé sportivement ces dernières années, ces derniers mois plutôt. Donc tu perds face au Sénégal, il n'y a pas de honte. Après, forcément la frustration, elle vient plutôt de la manière. Quand tu mènes 2-0, effectivement, moi le premier à 2-0, je pensais que le match était plié parce que les Sénégalais, tu les semblais, Ils étaient en panique. tu les voyais, mais totalement perdus Ouais. sur le terrain, mais pas perdus psychologiquement, juste footballistiquement, ils étaient dépassés. Et effectivement, après, il y a un joueur, D'ailleurs, il faut qu'on en parle, Il y a un Iliman but, Ndiaye. le but de Bakambu, Koulibaly. Ah, la un roulette, super le but, but, il est oui. exceptionnel. Koulibaly, il nous habitue pas à ça. Hein. Il s'est fait. Et même sur le deuxième but, Koulibaly, il se fait manger. C'est lui qui va tacler près de C'est ça, la ligne de touche. Et puis après, côté sénégalais, il y a un homme qui a fait un match mais extraordinaire. Justement, Iliman plus il y a alors l'aspect footballistique, mais aussi l'aspect justement prise de responsabilité. C'est Iliman Ndiaye qui a lui tout seul a changé le visage du Sénégal sur la rencontre. Depuis qu'il a quitté l'OM, lui, tout va mieux. Hein. Il est dans la continuité de son très bon début de saison et même la saison dernière, il s'était distingué du côté d'Everton. On a le sentiment que voilà, le contexte Marseille, c'est un contexte qui était émotionnellement parlant très compliqué pour lui, mais en Angleterre, il est vraiment dans ses petits souliers. C'est un joueur qui est très important. Everton est l'une des bonnes surprises de ce début de saison. Et là, je suis totalement d'accord avec ce que dit. Hamza, à savoir que dans un contexte à 2-0, à l'extérieur, au stade des Martyrs, pour un joueur qui n'a pas forcément beaucoup de références en tant que titulaire de la sélection, là, il a son bâton de maréchal. Ça veut dire que sur un match qui est très important, Iliman Ndiaye, il a été le joueur qui a incarné cette révolution, là où habituellement, on appelle à l'homme providentiel Sadio Mané. Et pour moi, dans l'histoire de cette nouvelle génération sénégalaise, pour moi, c'est une avancée qui est très importante. Ah, pour finir sur le stade des Martyrs, je précise que ce n'est pas le stade où avait eu lieu le fameux match de boxe Ali Forman 74. C'était un autre stade qui, Tata Raphaël. voilà, qui Exactement. n'existe plus, je crois, ou qui est Ouais, encore voilà, en ruine. voilà, c'est ça, exactement. bon. Il reste plus grand-chose. grand-chose. Et vraie question, là aussi, on en a parlé très rapidement tout à l'heure hors antenne. Où se jouera le dernier match de la RDC face au Oui, Soudan, parce que que le vu stade a l'état, été détruit. mais oui, enfin, vu l'état du stade il y a eu aujourd'hui des des Martyrs, dégradations assez importantes il faut les remplacer, tous ces après le sièges. match. Sincèrement, alors c'est faisable en un mois, mais ça peut ne pas se faire. Et dans ces cas-là, on se retrouvait dans la situation d'il y a quelques années où il y avait un autre stade homologué, celui de Lubumbashi, mais c'est tout au sud. C'est le tout-puissant Mazembe, c'est Moïse Katumbi qui a été Exactement, candidat à c'est la là où je voulais en présidentielle. Là, on venir. entre dans des considérations politiques. Mais juste pour rappeler l'histoire, à ce moment-là, la République démocratique, la fédération de la RDC avait préféré jouer un match parce que le stade des Martyrs n'était pas homologué. Jouer un match, je crois que c'était au Cameroun, délocaliser et jouer un match à l'étranger plutôt qu'à Lubumbashi. Et c'est finalement la révolte des joueurs congolais eux-mêmes qui a poussé la fédération, qui a forcé la fédération à jouer. C'était un match face à la Mauritanie en qualif Coupe d'Afrique avec Sébastien Desabre déjà. Ça a forcé la RDC à jouer ce match à Lubumbashi. Ça va être pour moi un enjeu très important parce qu'il y a le contexte politique qui fait qu'aujourd'hui, notamment, là, on est sur une course contre la montre pour savoir où la République démocratique du Congo va jouer un match qui, dans l'absolu, pourrait être déterminant. Pas seulement pour aller à la Coupe du Monde, Bien mais sûr. même aller en barrage si d'aventure tu venais être tenu en échec contre le Togo. On rappelle que pour comparer les pays selon les places de barragistes entre les pays des différents groupes, il y a le nombre de points en critère numéro 1. Après, il y a la différence de but générale. Donc, il va falloir gagner, et si possible, par le plus grand écart possible pour la RDC.
Sur De Sabre, tu es d'accord avec Hamza, toi, malgré tout, tu vois quand même qu'il y a une progression, malgré cette défaite face au Sénégal, qu'il y a la CAN qui arrive et que peut-être, bon, ben, je sais pas, il peut y avoir un beau parcours, ou Alors, alors tu es déçu. Alors pour moi, il y a une progression, mais il y a aussi en même temps un plafond de verre, notamment sur ces gros matchs. Parce que faut pas aussi sous-estimer le fait que lors de la dernière CAN, il y a eu aussi beaucoup de matchs nuls. Ça, je ne l'oublie pas. Il y a seulement une victoire sur un match éliminatoire. C'était contre la Guinée. À côté de ça, on a quand même eu 5 matchs nuls, ça faut pas l'oublier, et une défaite. C'était contre la Côte d'Ivoire. Donc notamment face aux grosses équipes, que ce soit l'Égypte, que tu as battu au tir au but, le Sénégal, je viens de l'évoquer, l'Afrique du Sud pour le match pour la troisième place, ça va être la marge de progression pour être une équipe encore plus dangereuse. Alors oui, Sébastien Desabre fait face à des problématiques qui sont parfois indépendantes de sa volonté. Donc, par exemple, le manque de compétitivité de sa colonne vertébrale. L'impossibilité aussi de compter sur des joueurs locaux parce qu'il y a Exactement, un problème de championnat qui ne se termine pas Pour avec moi, il y a une le TP différence qui Mazembe. est abyssale entre le football sénégalais qui peut se renouveler, notamment grâce à la qualité de son football fédéral, et la République démocratique du Congo, qui axe notamment sa sélection sur les binationaux. Sur les binationaux, donc il y a une logique, on est obligé de le dire comme ça, de recrutement qui te fait dire qu'aujourd'hui, notamment pour renouveler l'équipe, c'est pas forcément facile. Il fait face à un problème structurel. Maintenant, l'objectif, c'est quoi? C'est dans un premier temps élargir ce groupe pour que la République démocratique du Congo soit une équipe plus compétitive et soit pas dépendante de joueurs qui sont impactés par leur situation en club. Et dans un deuxième temps, être capable de jouer face à ces grosses équipes, face à ces grosses nations, capables de remporter la CAN et de gagner sur le match le jour J. Voilà pour la RDC, Elton, on suit, hein, on va faire un point d'ailleurs dans un instant sur les autres barragistes. À ce moment-là, c'est une photographie, puisqu'il y a encore des matchs à jouer, mais enfin, il y a quand même, on va dire que les choses se sont quand même bien décantées dans pas mal de groupes. Parlons d'un autre barragiste potentiel, une équipe qui pourrait être une équipe surprise, hein, parce que là aussi, la campagne n'est pas terminée, c'est le Gabon. Le Gabon de Bouanga, d'Aubameyang, Denis Bouanga qui brille et avec le Gabon et avec son club de Los Angeles. On était à Los Angeles avec l'After il y a quelques mois. Il était avec nous, Denis Bouanga. Il nous disait qu'il attendait avec impatience les échéances gabonaises à venir. Pour en parler, on est avec Samuel Vasselin. Samuel, bonjour. Salut Gilbert, salut Hamza. Elton, Salut, courage. Ça commence. Le pauvre Elton, qu'est-ce qu'il prend dans la tronche depuis quelques heures? Je vais pas trop vanner parce qu'on va peut-être les retrouver en barrage, donc voilà. Eh oui. Un peu de prudence. Toi, t'as grandi au Gabon, c'est ça? Tout à fait. Bon, donc tu suis. Jusqu'à mes 18 ans, donc je connais bien le pays. T'étais là-bas quand il y avait les récentes CAN au Gabon? Oui, j'ai fait la CAN 2012 là-bas. La CAN 2017, j'étais déjà rentré en France pour mes études, mais je suivais de près, même si c'était assez spécial, parce que c'était un contexte particulier. Mais on a suivi aussi de près l'organisation et du coup l'évolution de l'équipe à ce moment-là. Alors le Gabon est devenu, bon il y a eu les CAN organisés à la maison, mais depuis on avait un peu perdu de vue le Gabon parce que en général tu te qualifiais pas à grand chose, il n'y avait pas des joueurs emblématiques, et là il y a un retour de flamme gabonais. Alors il y a eu 0-0 face à la Côte d'Ivoire, c'est le dernier match, on va en parler. Mais enfin bon, être en lice pour la qualif à la Coupe du Monde, déjà je pense que c'est une satisfaction pour le Gabon. Ah oui, c'était complètement alors inespéré. C'est avec le nouveau format, on pouvait toujours y croire, comme beaucoup d'équipes d'ailleurs aujourd'hui, mais il y avait ce sentiment que la Côte d'Ivoire allait, en plus en étant champion d'Afrique, avec Emers Faé, avec une bonne dynamique, allait dominer ce groupe. C'est le cas, hein, ils sont premiers, mais ils ont fait ce faux pas au Kenya alors que le Gabon a fait carton plein. Ce qui a souvent fait défaut au Gabon, ce qui fait qu'on les retrouvait pas dans les CAN ou alors qu'elles n'allaient pas loin dans les CAN, c'était de pouvoir se planter sur justement des matchs un peu, comme on dirait, casse-gueule en Afrique, quand il faut aller se déplacer, notamment pour la CAN 2023, c'était en Mauritanie, en Libye, que le Gabon avait chuté. Et là, pour le coup, c'est un sans faute. C'est-à-dire, hormis cette défaite en Côte d'Ivoire face à un adversaire qui est largement au-dessus, tout le reste des rencontres ont été parfaitement gérées. Enfin, parfaitement, avec les péripéties des matchs, hein, mais globalement, en ayant à chaque fois une équipe qui va chercher la victoire, avec un collectif qui se dessine et pas seulement 10 mecs qui jouent pour Aubameyang ou Lemina Aubameyang qui trottine et les 9 autres qui jouent. Non, au contraire, là, il y a une vraie dynamique d'équipe. Et voilà, que le nul d'hier soir est un peu décevant dans le contenu du match, mais le Gabon est quasiment assuré d'être barragiste. Et même s'il faudra un parcours du combattant pour aller chercher les États-Unis, c'est déjà un très très bon début pour cette sélection.
Voilà, et le Gabon est à la CAN, hein, je le rappelle Aussi. également. Alors, il y a quand même des choses intéressantes. Déjà, il y a pas mal de joueurs qu'on connaît, puisque tu as cité Lemina. Donc, hier, contre la Côte d'Ivoire, Aubameyang et Bouanga étaient titulaires, avec Alevina aussi, qu'on connaît bien en Ligue 1. On connaît aussi Didier Ndong, Et Comier, le notamment. latéral gauche de Angers, Voilà. titulaire aujourd'hui en Ligue 1. Et Manga, qu'on connaît également. Qui joue au Paris 13 Atlético. Ah oui Ouais. Ah, ça m'avait échappé, ça. Donc, en national. Exact. Alors, par contre, il y a toujours eu un problème de gardien au Gabon. Là. Il est comment l'actuel Loïs Baba? Non, il y avait eu le grand Vono, bien sûr, qui Ah était oui. la légende dans les cages pendant une Enfin, quinzaine Obono, d'années. c'était une qui légende joue au Mans. Gabon, mais c'était pas non plus chapeau 1, si tu vois ce que je veux dire. Ah, je suis bien d'accord, Gilbert, Ouais. c'est pour ça que je dis la légende locale. Hein. Ouais. Et c'est vrai que non, mais depuis, il y a eu un vrai sujet parce qu'on s'est retrouvé à un moment donné avec Famezui, qui était un bon espoir il y a une quinzaine d'années en Ligue 1, mais qui a jamais confirmé, qui avait même pas de club professionnel. Il y a eu un gardien à la CAN qui était à Monomé, à la CAN 2023, qui avait un peu amusé la galerie parce que CAN 2021, pardon, au Cameroun, qui avait un peu amusé la galerie parce qu'il était, on va dire, assez atypique. Là, c'est vrai qu'il y a un gardien qui vient du championnat local. C'est une vraie volonté de toute façon de Thierry Mouyouma d'avoir ramené beaucoup de joueurs locaux qui aujourd'hui s'exportent d'ailleurs. Hein. Lui est parti aujourd'hui en Guinée, mais c'est des joueurs qui viennent du championnat local. C'est pas, je vous dis pas que c'est Edwin van der Sar ou Thibaut Courtois, hein, mais honnêtement, c'est un gardien déjà qui est assez professionnel, correct. qui a l'air de faire le boulot, qui a une défense expérimentée devant lui. C'est pas, encore une fois, c'est pas le rempart le plus sûr, mais c'est déjà un symbole de l'évolution de l'équipe de vouloir professionnaliser, ramener des profils locaux pour pouvoir aussi leur permettre après d'aller dans le plus grand club africain et peut-être après à l'étranger. Mais il fait partie de cette dynamique-là et globalement, il a été assez satisfaisant là aussi depuis qu'il est installé sur les qualifications. Et C'est vrai qu'on évoque le sélectionneur, Gilbert, juste- exactement, le Ouais. sélectionneur Thierry Mouyouma. C'est un garçon, honnêtement, enfin moi je le connaissais pas avant qu'il prenne les Panthères, ancien capitaine de la sélection. Il était déjà là justement au match aller face à la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire gagne 1-0, mais ça se joue pas non plus à grand chose. Et effectivement, moi, ce qui m'avait plu lors des premières semaines de Mouyouma, ça avait été son discours autour justement de rétablir un peu l'autorité, le respect, les valeurs justement autour d'une sélection qui a connu, mais même en Coupe d'Afrique des Nations, des problèmes disciplinaires. Lemina Aubameyang qui avait quitté le rassemblement, je crois que c'était il y a 3 ou 4 ans lors de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Et là, Oui, il a justement, réussi à ramener tout le monde. Parce il a qu'il réussi à y a eu beaucoup fédérer de tout le monde. fâcheries. Lui, quand il est Ouais. arrivé, Mouyouma, il a écarté aussi des cadres. Aaron Boumpenza, le regretté, qui avait été écarté. Didier Ndong avait été écarté. Je crois que Gaylor Kanga aussi avait été écarté. Et là, ils sont Exactement. tous, Kanga et Didier Ndong, ils sont revenus, ce sont des joueurs importants. Et ouais, j'aimerais savoir un peu ce que représente Thierry Mouyouma et tout le travail qu'il a pu faire en tant que sélectionneur. En fait, ça va un peu au-delà du sportif. Je pense que vous connaissez le contexte au Gabon. Il y a eu un coup d'État en 2023 où le président Ali Bongo a été remplacé par d'abord, on va dire, des militaires qui ont mis Brice Oligui au pouvoir et qui a depuis été élu démocratiquement. Et en fait, l'équipe nationale a un peu suivi la dynamique du pays, c'est-à-dire que là où l'équipe nationale a été un peu délaissée pendant des années parce qu'elle était la propriété d'Ali Bongo, et que c'était des entraîneurs étrangers qui ne parlaient pas forcément même français pour certains, comme Camacho notamment, il y avait un peu ce désamour. Et Thierry Mouyouma, il s'inscrit déjà dans cette lignée politique actuellement au pays qui est de redonner le pouvoir à tous les Gabonais et d'essayer de travailler ensemble pour améliorer la situation du pays. Et c'est ce qu'il a instauré en sélection. C'est pour ça que effectivement avec Aaron Boumpenza, il a au début écarté et puis il voulait le rappeler d'ailleurs avant sa tragique disparition. Didier Ndong, c'est pareil, il a écarté au début, il l'a rappelé. Et en fait, sa philosophie a toujours été de dire moi, j'ai entendu beaucoup de choses sur la sélection, je veux voir. Et au début, il a composé 100 pour voir justement ceux qui n'avaient jamais été appelés. Et après, il a rappelé au fur et à mesure Pierre-Emerick Aubameyang, Bruno Manga, je dis Noah Lemina, mais Mario surtout. Noah, il arrive dans un second temps. Donc, il a rappelé ces joueurs-là. Didier Ndong, le dernier en date. André Biogopoko aussi, qu'on connaît, l'ancien Bordelais. Donc, il a ramené ces joueurs-là en sélection. Et sa philosophie, elle est vraiment basée sur un collectif. Et d'ailleurs, ça se voit aujourd'hui, c'est que globalement, les matchs du Gabon, on le dit, déjà, c'est Denis
Bouanga qui ressort. Normalement, c'était Aubameyang avant. Et non seulement par les performances sportives, mais parce que tout devait passer par Aubameyang. Et aujourd'hui, on le voit que c'est réellement un collectif. Que ce soit Mario Lemina, Aubameyang, ils ne sont plus au-dessus de la sélection. Ce sont les porte-drapeaux, bien sûr, on ne va pas être hypocrite. Ce sont peut-être des joueurs qui, forcément, vont attirer un peu plus l'œil des adversaires. Mais globalement, ils s'inscrivent dans un collectif. Et c'est ça que Thierry Mouyouma a ramené. Et il l'a rappelé justement dans toutes ses conférences de presse. Il n'y aura pas de passe-droit. Moi, je n'étais pas d'accord, au-delà même du sportif, avec la politique du pays pendant des années. Je veux qu'aujourd'hui, on parle de football déjà, parce que c'est un entraîneur qui parle beaucoup de foot. Il a joué en Afrique du Sud avec l'Ajax, donc qui avait cette culture justement de toute la galaxie. Donc il adore le football, il aime parler de football. Et en plus, il veut ramener ça, dire ok, la dernière CAN qu'on a faite, on a Aubameyang et Lemina qui, au bout de 2 semaines, sont obligés d'être virés de la sélection parce qu'ils avaient le Covid, mais ils sont sortis en boîte. Ça n'arrivera plus. Et ça, pour le coup, on ne va pas lui donner tort. C'est la discipline qui manquait dans cette équipe pour avoir ces performances-là. On parle de l'Ajax, c'est l'Ajax Cape Town, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Aubameyang, son père est toujours dans les parages. Parce que il y avait des crispations. Bien sûr, c'était le vrai problème. Ouais. C'était le vrai problème, c'était la proximité. Enfin, comme je disais, le fait que l'équipe nationale était un peu la propriété d'Ali Bongo, parce que c'était un très grand fan de football. On se souvient qu'il a fait venir Messi au Gabon, etc., pour poser les pierres d'un stade, etc. Et le clan Aubameyang était assez proche de la famille Bongo. Maintenant, pour être tout à fait honnête, Gilbert, je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il en est exactement, de savoir si Pierre Aubameyang, le père, est toujours aussi proche de la sélection. Je pense qu'il l'est parce qu'il y a quand même une chose au Gabon, c'est pas un très très grand pays de football en termes d'histoire. En termes de passion, c'est autre chose, mais en termes d'histoire. Donc il fait partie, entre guillemets, comme des légendes, quoi. À l'échelle locale, voilà, des légendes. Donc je pense qu'il y a un respect pour lui, le respect des anciens toujours. Mais est-ce qu'il a autant d'influence, et même est-ce qu'Obama a envie d'avoir autant d'influence aujourd'hui, le père comme le fils, je suis pas sûr. Bon, voilà donc la situation gabonaise. Un mot de la Côte d'Ivoire, Samuel, parce que tu as vu le match. La Côte d'Ivoire n'a marqué que 3 buts lors des 6 derniers matchs. Et pourtant, bon, par exemple sur ce match face au Gabon, en attaque, il y avait Sébastien Haller titulaire, il y avait Pépé titulaire. Alors vous allez me dire, c'est peut-être plus le grand Sébastien Haller de l'époque, mais il est revenu dans un petit club aux Pays-Bas. Enfin, ils n'arrivent pas à marquer, Hamza, la Côte d'Ivoire, c'est fou. Et pourtant, ouais, le talent est là. Après, honnêtement, il y a une histoire de joueurs, de sélection de joueurs. Je ne vais pas dire, parce que ce serait peut-être un peu malhonnête de ma part d'embarquer Emers Faé sur ce terrain-là. Il a quand même beaucoup renouvelé son groupe depuis le titre de champion d'Afrique. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il prend les joueurs. Après, la trêve de septembre, elle est toujours aussi assez compliquée, parce que tu as des joueurs, on en parlait avec les RDC, qui n'ont soit pas de temps de jeu, soit ont été transférés, etc. Maintenant, oui. Il y a une problématique offensive aujourd'hui. Pourtant, les profils, ils les ont. Ils ont Guessant, ils ont Sébastien Haller sur les côtés, Nicolas Pepe qui fait son retour et qui renaît en Espagne, Simon Adingra qui rentre aussi, et c'était aussi le cas hier, un peu en tant que joker. Oui, honnêtement, j'ai pas trop de réponses à t'apporter sur ce sujet, Gilbert. Bon, c'est un mystère. Faisons un petit point sur les barragistes potentiels, parce qu'effectivement, tu l'as bien dit au début, sur tous les groupes, il n'y en a que 4 qui seront qualifiés. Pour l'instant, on va dire que le Gabon est le mieux placé de tous en termes de points. Oui, sauf cataclysme, le Gabon y sera, parce qu'ils Voilà. ils ont avancé tellement vite. Samuel le disait. Ils peuvent encore se qualifier, attention, je regarde le calendrier. Oui, bien sûr, ils sont juste derrière la Côte d'Ivoire. Après, la Côte d'Ivoire, au niveau du calendrier, la Côte d'Ivoire. Il faut que les Ivoiriens lâchent des points, quoi. Les équipes du chapeau 1 ils vont aux Seychelles, ils vont gagner, ils reçoivent le Kenya. Bon, franchement, le Kenya, contre qui ils ont fait match nul, parce que justement, tu disais Gilbert, ils ont manqué cruellement d'efficacité durant toute la campagne de qualification. Donc s'il y a un espoir pour le Gabon, il est là. Mais attention, le Gabon va falloir gagner les 2 derniers matchs, notamment le match face au Burundi, qui est un petit mauvais souvenir parce que il y a déjà eu une élimination pour une CAN cette fois-ci face au Burundi. Donc voilà, il peut y avoir aussi ce petit traumatisme et une sélection qui bosse pas trop mal non plus. Donc attention aussi à ce que le Gabon soit en mesure de gagner ces 2 derniers matchs avec cette pression-là, parce que le Gabon n'a quasiment jamais eu cet enjeu quelque part de pouvoir se qualifier pour la Coupe du Monde lors de 2 dernières journées d'éliminatoire. Donc va falloir aussi que ce soit bien géré de la part du groupe. Sachant qu'ils sont tous éliminés, Gambie, Burundi, Kenya, Seychelles. Ouais, le ménage est fait là pour le coup, ça c'est sûr. Donc le Gabon est bien placé. Dans pour l'instant, sur les 4, on a Gabon, Madagascar, République démocratique du Congo, Burkina Faso.
Bon. Sachant que le Burkina Faso a 15 points, que le Cameroun, Namibie, Ouganda aussi ont 15 points. Et ça se joue, comme je le disais tout à l'heure, à la différence de but générale. Maintenant, il y a... Oui, puis il faut faire gaffe parce qu'il y a une pondération, parce qu'il y a quelques poules à 5 équipes. Oui, justement, Ouais. ça c'est la question. Que faire de la Tanzanie qui est dans la poule du Maroc, dans une poule à 5 suite au forfait de l'Érythrée? On ne sait pas s'ils vont accorder 6 points à toutes les équipes qui n'ont pas affronté l'Érythrée ou pas. Donc là aussi, on ne sait pas trop. Ça n'a pas encore été communiqué ni par la CAF ni par la FIFA. Et puis de toute façon, il y aura des modifications, notamment dans le groupe I, parce que Madagascar a 16 points, les Comores ont 15 points. Il y a un match entre les deux, justement, je crois que ce sera la prochaine journée. Le Mali est à 12 points, un peu décroché, mais pourquoi pas. Donc de toute façon, Le Nigeria ça va, qui peut ça va aussi évoluer. doubler le Bénin, attention. Oui, après le problème du Nigeria, c'est qu'ils sont à 11 points, donc même s'ils remportent les 2 dernières journées, ça ferait 17. Là, on commence à Ouais, entrer ça dans peut les ne pas calculs. suffire. À 17, je suis pas sûr que ça suffise. Ouais, c'est effectivement. léger. Ouais. S'il y a un Gabon RDC en barrage, Elton, qui est favori? La RDC. La RDC. Quel poulard ils ont, les Congolais, c'est un truc de fou. Non, mais il a raison, il a De la raison. dernière CAN. Hein. Demi-finaliste de la dernière CAN et surtout les meilleurs joueurs, on va dire ça. Et sur le format d'ailleurs des barrages africo-africains, on ne sait pas. J'ai une petite idée, mais officiellement, on ne sait pas où ça se déroulera. Bon, On ne sait pas, on ne sait pas si on aura des Hamza. matchs. Par exemple, la RDC mieux classée que le Gabon. Si on devrait avoir un RDC Gabon, est-ce que ça jouera J'ai ma petite idée. Je pense que ce sera dans un pays d'Afrique du Nord qui accueillera très rapidement. Voilà. Ah oui, voilà. Un petit terrain neutre. Voilà. Exactement. Voilà. Il y a des nouveaux On en a stades. parlé au début de ce podcast. Voilà, ça semble logique. Samuel, merci beaucoup. C'était très sympa de t'avoir parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion toujours de faire des gros plans sur le foot gabonais. Mais écoute, tu pourrais peut-être te retrouver à la Coupe du Monde, hein, va savoir. Eh ben, merci à vous, ce serait un plaisir, effectivement. La France et le Gabon serait un bel été 2026. Ce serait pas mal. Salut Samuel, à très bientôt. Merci les amis, bonne soirée. Bye bye. Il y a d'autres équipes. Et alors là, il faut que tu nous dises un peu ce qu'on dit en Algérie, Hamza. On ne parle pas parce du que- Cameroun. Ah, Le Cameroun, c'est fort. Ils Ouais, perdent face tu au veux Cap éviter, tu Vert. veux éviter les sujets qui fâchent. Ah non, il n'y a pas de sujet qui fâche. Pour l'instant, l'Algérie va bien. Enfin, va bien. Sportivement, en tout cas, Ouais. et pas loin de la qualification. Mais le Cap Vert-Cameroun, Bon alors ok, allons-y sur le Cameroun qui a perdu au Cap Vert et qui se retrouve lui aussi en grosse difficulté. exactement. Le Cameroun était dans la même configuration que le Sénégal. Devait aller gagner à l'extérieur pour prendre la première place à son adversaire direct. Et c'est le Cap Vert qui l'a emporté avec un but de Livramento que je vous conseille d'aller voir où il a parcouru 60 mètres tout seul. magnifique. Onana qui reste bloqué sur sa ligne et qui laisse presque Ça, le c'est à cause du but terrain à- synthétique peut-être. à Livramento, mais même l'ambiance au Cap Vert à Praia, je regarde pas énormément de matchs de la sélection à domicile, mais de ce que j'entends, Le c'est un Cap stade Vert compliqué avec le vent, et surtout Oui. il est souvent vide le En stade. fait, c'est un stade qui est loin de la ville. Exactement, paraît-il. Et effectivement, Et là, il toujours était sous- plein, dans le vent. c'était un petit chaudron, c'était assez impressionnant justement, et les images de joie après la victoire. Alors, envahissement de terrain, il n'y a pas encore officiellement qualification, mais le Cap Vert aujourd'hui compte 4 points d'avance sur le Cameroun et est en tête. J'ai de très bons souvenirs des supporters capverdiens qu'on avait reçus en Côte d'Ivoire, où le Cap Vert avait fait une belle canne aussi. Et tout le monde disait, nous, c'est objectif Coupe du Monde, parce que vu la configuration et tout, enfin le Cap Vert peut y aller et tout. Et Donc, tu sais, ils sont tous, la fédération capverdienne, c'était vraiment Mais c'est très intéressant en ce que ligne tu dis sur la parce Coupe du que je répète souvent, et même avec ce nouveau format, que les qualifs les plus compliqués au monde, ce sont celles en Afrique. Le Cap-Vert n'est pas qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique. Le Cap-Vert n'est pas qualifié et va se retrouver peut-être en Coupe du Monde. Et inversement, on a des pays qualifiés qui sont totalement décrochés. Je pense au Nigeria qui est finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, qui et est le totalement Mali qui est décroché. pas bien aussi. Le Mali, exactement. Donc, c'est assez fou. Et par contre, dans ce groupe-là, comme le Cap-Vert ne fait pas partie, enfin, n'était pas chapeau 1, c'était le Cameroun qui était chapeau 1, le calendrier du Cap-Vert, il y a un déplacement en Libye qui s'annonce pour la prochaine Il est chaud, journée. celui-là. La Libye joue sa place en barrage parce que la Libye, on n'en parle pas, mais ils n'ont qu'un point de retard sur le Cameroun. Donc, le Libye-Cap-Vert s'annonce extrêmement chaud, même bouillant. En plus, la Libye a inauguré son nouveau stade à Benghazi. Donc, attention. En revanche, moi, je vous Mes mets... derniers matchs, c'est Cap-Vert et Swatini à domicile. Oh, ça, c'est les 3 points. Je vous mets quand même une pièce, les gars. Vous l'aurez entendu dans ce podcast pour la première fois. Si le Cameroun est en barrage, le Cameroun est à la Coupe du Monde. Parce qu'il n'y a pas mieux que les Camerounais au pied du mur pour éclater tout le monde. Là-dessus, je suis d'accord parce qu'ils ils se nourrissent de chaos. Bah oui. C'est l'histoire de leur football. Dos au mur, ils arrivent toujours à trouver Exactement. la solution. Et le Cameroun ira, alors ce ne sera pas aux îles Maurice, mais peut-être aux Seychelles ou pas très loin, en tout cas match à l'extérieur face à Maurice, avant d'accueillir l'Angola qui est décroché, on parlait là aussi, l'Angola, quart de finaliste de la dernière CAN qui est complètement décroché. Oui, mais bon, ils ont 4 points de retard sur le Cap-Vert, donc ils n'ont plus leur destin entre leurs mains. Oui, mais c'est important de gagner les 2 matchs pour le barrage. Eh oui, bien sûr. Bon là, franchement, s'ils ne gagnent pas cela, là, c'est à désespérer. Tu voulais pas parler de l'Algérie tout de suite.
Très bien. Faisons un petit focus sur le Mali aussi, qui est à 4 points du barrage et qui est très très mal barré. Hein. Derrière le Ghana, Madagascar et les Comores. Le Mali, sauf miracle, ne sera pas à la prochaine Coupe du Monde. Il y avait ce match qui aurait pu tout relancer face au Ghana, parce qu'en fait, le Ghana, 3 jours avant, perdu 1-0. Le Ghana, 3 jours avant, fait match nul au Tchad, qui avait perdu tous ses matchs, match incompréhensible. Du coup, tu avais l'espoir justement de tout relancer dans ce groupe. Si le Mali gagnait, tu avais 4 équipes en 1 point seulement pour la suite de la compétition. Et pour les 2 dernières journées, finalement, le Mali s'incline 1-0 face au Ghana avec un but litigieux, polémique. En tout cas, au Mali, on veut porter réclamation justement à cause d'un but. On estime qu'il y avait une faute et que le but n'aurait pas dû être validé. Mais c'est une défaite qui enterre les derniers espoirs des hommes de Tom Saintfiet. Je précise par ailleurs, puisque tu ne veux pas tout de suite parler d'Algérie, que la Tunisie s'est qualifiée. Donc, et là, comme un symbole, en Guinée équatoriale, on connaît la rivalité entre les deux pays. Ouais. But à la dernière minute. Voilà. La Tunisie, c'est toujours. On était en Tunisie en juin avec l'After. C'est toujours pareil. C'est toujours. On n'en parle pas trop. C'est discret. Mais ils y sont à chaque fois. Ah oui, mais c'est d'une fiabilité. Mais même sur la CAN, je pense qu'il faudrait. Ils y sont à chaque fois, mais ils sont à chaque fois sortis en premier tour en même temps. Donc peut-être que. Oui, à la Coupe du Monde. Ouais. Mais c'est une équipe qui fait preuve d'une régularité. Je pense que si on prend, j'avais vu cette stat, les 10 ou 15 dernières CAN, c'est l'équipe la plus régulière qui tape des quarts de finale au moins de Coupe d'Afrique. Sans jamais être spectaculaire, sans jamais être vraiment passionnant, à vrai dire. Non plus. Mais ils sont là. Exactement. Et ils y seront justement l'année prochaine. Bravo pour cette régularité. J'en arrive donc à l'Algérie, mon cher Hamza, parce que le match, le 0-0 en Guinée, il n'a pas plu du tout. Bon, alors tu vas me dire. C'était au Maroc, à Casablanca. Il n'y a pas mort d'homme, en l'occurrence. Oui, tu as 4 points d'avance sur l'Ouganda et sur le Mozambique. Tu as ton destin entre les mains. Une victoire face à la Somalie. Mais bon, l'exigence algérienne fait que. Alors, on s'est échangé quelques messages dans notre groupe WhatsApp de préparation de ce podcast, avec la une du journal Le Soir, qui titre sur plusieurs colonnes. Il est nul, avec une photo du sélectionneur suisse. Petkovic. Donc, est-ce qu'il est vraiment nul ou est-ce que là, on surréagit un peu, Hamza ? Non, disons qu'il y a les résultats d'un côté et puis il y a le contenu des matchs. Et le contenu des matchs, il est pas bon. Pour ne pas dire autre chose. Même la victoire face au Botswana, elle est tout sauf convaincante. Et puis il y a des choix aussi, des choix de joueurs qui interpellent. En fait, on est reparti. C'est pas il est nul, c'est un nul. C'est un nul. Et on est reparti sur un cycle. Un peu le cycle de Djamel Belmadi, qui avait coûté la place à Belmadi, qui avait coûté très cher à l'Algérie. On rappelle ces 2 éliminations consécutives au premier tour d'une Coupe d'Afrique des Nations et une non-participation à la Coupe du Monde 2022. Et là, effectivement, on repart avec des joueurs qui semblent installés, les joueurs qui sont en forme, qui ne sont soit pas convoqués, soit mis en tribune. Je pense à Ibrahim Maza qui joue aujourd'hui au Bayer Leverkusen et à Hadj Moussa qui joue à un poste forcément concurrentiel puisque c'est le poste de Mahrez, mais qui est un talent brut et qui performe aussi au Feyenoord de Rotterdam. 2 joueurs en tribune face au Botswana. Maza, il a eu 0 minute de temps de jeu. Hadj Moussa, on l'a vu quelques minutes sur le dernier match face à la Guinée. Et puis, tu as d'autres choix aussi. Après, tu fais avec ce que tu n'as pas forcément un gardien très, très fiable. Et puis, des choix, encore une fois, qui sont beaucoup critiqués. Mais encore une fois, le point commun, justement, de ces critiques, c'est Riyad Mahrez et c'est les joueurs, si tu veux, de l'ancienne génération. Les Aïssa Mandi, les Ben Taleb, les Ben Rahma aussi. Ça fait combien d'années que Riyad Mahrez fait débat en Algérie ? C'est un truc de fou, quand même. Mais tu sais qu'un jour, on fera peut-être ce débat dans l'After Afrique, mais si on devait faire un bilan de la carrière internationale de Riyad Mahrez en sélection, il y a beaucoup plus d'échecs que de succès. Il y a des statistiques qui font aujourd'hui... Après, ça, c'est le lot de tout le monde, j'allais dire. Voilà, mais aujourd'hui, c'est un joueur qui est l'un des joueurs les plus capés de la sélection, qui est le 4e meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Mais c'est surtout la figure majeure de tous les grands échecs de la sélection algérienne. Et c'est pas la figure majeure de la victoire en 2019. Donc, il y a un débat à faire. Peut-être à la fin de sa carrière internationale, mais effectivement. Mais en tout cas, aujourd'hui, Riyad Mahrez, Petkovic, il est dans l'obligation de le faire sortir après 1 heure. Les 2 matchs face au Botswana et face à la Guinée, il sort après 1 heure de jeu, Mahrez. Et il n'est plus capable, mais ça c'était déjà le cas il y a 4 ans, il y a 5 ans, il n'est plus capable en 1 contre 1 de venir faire la différence à un poste où, comme je le disais, tu as des joueurs. Ilan Kebal qui a fait son retour, on ne l'a pas vu. Je parlais des joueurs en forme, tu parles du co-meilleur buteur de Ligue 1. Kebal, là oui, tu dois lui faire jouer un match au moins. Donc voilà, il y a beaucoup effectivement de crispation autour du staff technique. Et Gouiri Gouiri est sur sa lignée de son début de saison avec l'OM. Premier match compliqué face au Botswana. Il est rapidement sorti, remplacé par Bardad Bounedjah. Et le Bounedjah éternel. Oui, mais le problème, on parle là aussi des critiques autour du staff technique. Situation mais ubuesque. Bardad Bounedjah, sur ce match face au Botswana, il marque. Il retire son maillot. Logiquement, carton jaune, c'est la règle. Il n'était pas au courant qu'en cas de carton jaune, il allait manquer le match face à la Guinée. Ben Sebaini, il prend un carton jaune face au Botswana pour une embrouille.
il n'était pas au courant qu'en cas de carton, il manquait le match face à la Guinée. Et là aussi, ça fait quand même partie du travail du staff technique Ah oui, là, d'avertir les t'as joueurs. raison. Attention, si vous prenez un carton, vous serez suspendu. Enfin, je mets quand même une part sur les joueurs parce que eux-mêmes connaissent très bien les règlements. Oui, Et mais bon, non, normalement, alors, ils Gilbert, devraient- mais- je me permets, Gilbert, on va il dire faut rappeler que 80 staff technique, 20 joueurs. je voilà. me permets juste de rappeler que les qualifications pour la Coupe du Monde aux zones Afrique ont débuté en novembre 2023. Oui. Que depuis, il y a eu les qualifs Coupe d'Afrique 2025. Donc alors là, c'est une problématique avec la CAF. Le calendrier n'aide Ok, pas forcément ils les ont joueurs à peut-être se oublié, souvenir, mais enfin bon. j'ai pris ce carton Mm. sur ce match-là et pas ce match-là. Enfin, Après, ce sont deux cartons bêtes, attention. Ouais. Mais voilà. Mais bon, juste Bounedjah quand même, lui c'est quand même bluffant ce type. Tu te dis, lui par contre, il traverse les années, il continue à chaque fois de marquer avec il la a fait toute sélection. sa carrière quasiment au C'est- Qatar. C'est fou. Et aujourd'hui encore, il y Ouais. est à Al-Shamal, capitaine d'Al-Shamal, le 3e meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Il est toujours présent. Lui, Et je pense puis- que les Algériens peuvent rien lui reprocher à lui. hein. Et puis il y en a un autre aussi, on n'en a pas encore parlé, c'est Amoura, l'attaquant de Ah. Wolfsburg. 14 buts en sélection, alors que Ouais. ça a toujours été un joueur de sortie de banc. Et là, la seule Ouais, c'est le petit chouchou de Walid Acharchour celui-là. de beaucoup d'Algériens, je pense. Mm. Et puis, ce que tu peux par contre ne pas reprocher à Petkovic, c'est d'être en capacité de l'aligner. Et c'est pas lui qui sort en premier, c'est souvent même lui qui termine les matchs lorsque les autres offensifs, eux, cèdent leur place. Voilà. Amoura par amour du goût, bien sûr, c'est connu. Elton, merci d'être venu, c'était sympa. C'est un vrai plaisir. Hamza, de merci voyager également. l'Afrique. Hamza qui est toujours en maîtrise totale de toutes les sélections, c'est un truc de fou. Et on reviendra bien sûr avec un nouveau podcast dans les jours qui viennent. Bonne journée à tous. RMC After Afrique.